Bonjour, en compagnie de Guillaume Clicquot. Bonjour Guillaume. Bonjour. Des crises de la quarantaine aux parents qui n'en peuvent plus. Ces romans sont souvent des comédies décapantes. Et là, changement de registre avec Prenez-moi pour une conne, où vous décrivez le crime parfait. J'ai essayé en tout cas. Comment vous est venue cette idée? Alors, elle vient de le crime lui-même ou l'histoire? Parce que l'histoire m'est venue du fait que j'ai passé la cinquantaine et que des histoires hélas, de femmes qui se font plaquer une fois que les enfants sont partis et qui en sont surprises, hélas, fait partie un peu de mon quotidien. Enfin, j'en entends parler assez régulièrement. Quant au crime, oui, non, c'est une chose tirée du réel, on va dire, quelque part. Puisé dans une grande culture cinématographique où on voit que Non, vous y avez songé en regardant avec des allusions à tous les meilleurs feuilletons, les meilleures le séries Colombo et tout ça, policières. oui, sans doute, oui. Non, non, ce qu'on peut découvrir dans le livre, c'est la manière dont moi j'ai découvert cette façon de tuer quelqu'un. Souvent, à une époque, quand j'étais encore technicien et que je rêvais de faire le métier pour lequel j'avais été formé, à savoir scénariste, j'avais tenté à plusieurs reprises d'écrire des histoires policières, des synopsis que j'avais proposés au producteur, mais bon, j'avais l'étiquette technicien, donc à cette époque-là, je n'ai pas percé, on va dire, en tant que scénariste, mais j'avais compilé un certain nombre de pitchs d'histoires et de meurtres un peu inventifs, dont celui-ci qui quelque part, en fait, est tiré d'une histoire vraie qui m'est arrivée. En fait, c'est plus imaginé au fond de ma cave, près de ma chaudière, que dans l'œuvre de qui que ce soit que j'ai trouvé cette idée. En général, j'essaye toujours de détourner le réel et de savoir comment on peut s'en servir. Et c'est juste une tournure d'esprit pour trouver des choses. Alors, Guillaume Clicquot est bel et bien français, mais il y a un côté anglais dans ce roman. Ah bah même à la limite, je le revendique. Moi, je suis un grand fan de la culture anglo-saxonne et particulièrement britannique. Euh, une de mes une des comédies les plus savoureuses pour moi, c'est Joyeuses funérailles. J'aime beaucoup aussi ce que faisait Working Title avec 4 mariages en enterrement, ce genre de choses. Oui, c'est de l'humour que j'apprécie. J'aime bien Et le côté l'humour Agatha noir. Christie en... Oui, bah oui, tout à fait. Là. Mais là, en l'occurrence, dans le livre, j'ai quand même essayé essayer de comprendre un petit peu ce qui fait que les gens sont addicts à tout ce qui est policier, que ce soit les émissions policières sur les meurtres, les crimes, il y a ça partout à la télé, que dans les romans, qu'à la télé. Et voilà, je me demandais aussi ce que les gens pouvaient y chercher et je pense avoir amené dans le roman un certain nombre de réponses à ce sujet-là, quoi. Alors d'abord, il y a le décor en Normandie. Oui. Et deuxièmement, le côté circonspect du personnage principal. Qu'est-ce qu'on peut en dire sans vendre la mèche? C'est quelqu'un, à mon avis, qui est d'abord très très généreux, qui s'est vraiment sacrifié pour les siens, sans calcul. Et c'est surtout quelqu'un qui a donné sa confiance à son mari, à ses enfants, à tout le monde, qui la donne volontiers. Euh, et bon, elle a une part forcément de naïveté. Et donc c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle est trahie, est complètement détruite, puisque quelque part, c'est toute sa vie qui s'efface d'un coup, c'est elle-même, c'est ce qu'elle est. Voilà. Et sa vengeance, comme indique le titre du livre, sera bien calculée et sera parfaite. Ce n'est pas une comédie, Non, mais il y a un élément de cinéma dedans, de farce. je ne sais pas si c'est un élément de farce. Je pense plutôt il y a... Je suis assez sarcastique de nature. J'aime bien rigoler, de moi-même aussi, parce que je pense avoir énormément d'autodérision. D'ailleurs, dans ce livre et dans le personnage d'Oran aussi, il y a beaucoup de moi-même. Il faut préciser que
tout le livre, c'est ce personnage, Oran, qui parle. C'est pas moi, c'est une femme. Donc, il a fallu que je me mette aussi dans sa peau. Et de mère au foyer, bon, chose qui n'est pas très très dure en fait pour un auteur, puisqu'on passe notre vie chez nous, qu'on vit un peu au crochet de notre compagne, parce que les mois sont parfois difficiles pour un auteur. Et en l'occurrence, pour commettre le crime parfait, le titre ne vend pas la mèche, mais on comprend un peu l'idée déjà. Et il faut se mettre dans la peau d'une femme. Non, ce que j'explique d'ailleurs dans le préambule, c'est que moi-même, je suis un peu comme ce personnage, à donner ma confiance assez facilement à des gens qui, en apparence, m'amènent de l'affection. Et la trahison n'en est que plus terrible et plus violente. Donc, me mettre dans le personnage de cette femme, oui, ça a été pour moi, on va dire, un vecteur pour raconter un petit peu ce qu'on vit lorsqu'on est trahi. Lorsque toutes ces valeurs sur lesquelles on a basé un peu notre vie, de confiance, de savoir vivre ensemble, de générosité, fait que petit à petit, on a l'impression d'être le seul con dans l'histoire. Là, en l'occurrence, c'est la seule conne. Et oui, dans cette histoire, c'est prenez-moi pas pour une conne, parce que effectivement, le fait qu'on la prenne pour une conne va devenir une arme pour elle, effectivement. Voilà. Son monde est classique. Ouais. Et pourtant, elle va se servir de la modernité. Ah, oui, effectivement. Oui, je ne l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, elle va la découvrir. Et puis, elle va se rendre compte qu'effectivement, ça va l'aider à se reconstruire et à trouver la force pour se remettre sur ses pieds et avancer, on va dire. Alors, dans Prenez-moi pour une conne, le rythme est soutenu, très soutenu. Vous êtes scénariste d'origine. Oui, oui, ma formation, c'est une formation de scénariste et d'écriture théâtrale, effectivement. Et alors donc, il y a des moments où c'est un peu les montagnes russes. Oui, c'est une gestion qui est un peu particulière. Moi, depuis le début, à la fac notamment, en maîtrise, j'avais fait en mémoire de maîtrise une adaptation du Grand Maulne d'Alain Fournier, qui est une écriture qui est extrêmement moderne, avec des flashbacks, des flash-forwards, des choses comme ça, pour une époque. Et c'est vrai que j'avais pu, à cette époque-là, déjà mesurer la différence entre le littéraire et le scénaristique. Mais effectivement, il y a quelque chose de très rythmique. Après, moi, les autres livres que j'ai écrits sont toujours partis de scénarios, en fait, que j'avais écrits, et pour lesquels il s'est trouvé qu'à un moment, j'avais l'opportunité de les publier, soit chez Fleuve, soit chez Hugo Roman, et des choses comme ça. Et donc, et c'était surtout des scénarios dont j'avais fait parfois 27 versions, où j'avais la matière, largement la matière de développer un livre de 300 pages et d'y apporter ma vision à moi. Là, c'est un petit peu pareil. En fait, j'avais terminé une V1 de cette histoire-là. Et je l'avais fait lire tout à fait par hasard à un producteur parmi des comédies que je lui avais fait lire. Il s'était tout de suite arrêté dessus. Et donc, je me suis dit, là, on a un bon sujet. Et en plus de ça, je pense que j'ai plein de choses à dire là-dessus. On sortait du Covid. Moi, je sortais de certains faits, notamment dans mon métier, qui relevaient justement de cette trahison dont on parlait. Et donc, j'en avais un petit peu lourd sur la patate. Il s'est trouvé que, par ailleurs, mes aventures similaires étaient arrivées à d'autres personnes de mon entourage. Et donc, ça n'a pas été très compliqué de développer le scénario en roman. À chaque fois, l'avantage d'écrire un scénario, c'est que c'est 100 pages. On a déjà la structure, on a déjà le rythme, on a déjà le côté visuel avec justement ces sauts en avant, ces sauts en arrière. Les 2 tiers du bouquin, globalement, on va dire, c'est un compte à rebours d'une nuit où on revient sur le passé. Et puis le dernier tiers, effectivement, on a une accélération avec une partie qui, on va dire, plus policière, plus thriller, où effectivement, on va commencer à craindre certaines choses pour le personnage. Et donc, on est sur une accélération sur le dernier tiers. Mais effectivement, c'est un travail qui est
on va dire, inhérent déjà à l'écriture scénaristique. C'est-à-dire qu'on a toujours ce souci de garder le rythme pour le spectateur, de le mettre toujours en éveil, d'attiser certaines petites choses, d'apporter de l'humour quand c'est nécessaire pour décompresser des scènes qui peuvent être un petit peu lourdes par moment, on va dire, qui sont lourdes mais pas au sens... L'ombre et la lumière. Voilà, non mais il faut jouer sur les contrastes et il faut jouer sur la surprise. Moi, c'est vrai que c'est des choses en comédie, par exemple, la comédie ne repose que sur la surprise. Dès lors qu'un gag est éventé un peu à l'avance, on ne rigole pas parce qu'on le voit venir. De la même manière, en polar, c'est à peu près la même chose. Si vous devinez tout d'un polar avant même de l'avoir lu, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Et là, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire quelque chose de décalé, et puis surtout, là, en l'occurrence, je voulais mettre dans la peau de quelqu'un, de l'assassin, pas du policier. Ce qui était, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Quoi qu'on ne sait pas... À la Hitchcock, vu que dans les films de Hitchcock, pratiquement tous, on connaît l'assassin au début du film. Exactement, Hitchcock, Columbo, on se recoupe de ce côté-là, oui, effectivement. Mais bon, j'en suis pas là. Voilà.